Alors, du coup, c'est une présentation un peu au pied levé, donc si ça vous va, moi j'aimerais bien que ce soit plus une discussion ensemble pour avoir vos retours, avoir vos questions, notamment, donc l'idée c'est de vous présenter l'API Boa Vista, faire une petite démo, vous montrer les nouvelles fonctionnalités. Et moi j'aimerais bien avoir des retours sur la compréhension des explications pour possiblement améliorer la documentation, des propositions de fonctionnalités supplémentaires ou vos retours plus globaux sur le projet. Donc, vous n'hésitez pas à me couper au micro ou au chat. J'ai deux écrans, donc je vois le chat et vous n'hésitez pas à me couper au micro, il y a pas de souci. Donc, du coup, j'ai repris une présentation. Ouais, vas-y, Romain. Non, Romain, tu voulais dire un truc ou t'as juste le micro ouvert? Désolé, ouais. Donc, j'ai repris une présentation qu'on avait faite pour Planète Tech Care pour présenter la API Boa Vista, parce que je pense qu'il y a pas mal de nouveaux qui savent pas forcément exactement ce qu'il en est. Donc là, je vous ai fait un schéma un petit peu de comment l'API Boa Vista elle s'intègre dans les autres chantiers et les autres outils. En fait, l'API Boa Vista, elle est alimentée par les avancées que fait Boa Vista en termes de production ou de collecte de données de facteurs d'impact, de facteurs d'empreinte ou de données de caractérisation, donc plus de données d'inventaire. Elle implémente aussi, elle permet aussi d'implémenter les méthodes qui sont poussées par le groupe. Aujourd'hui, je pense que c'est plus les travaux sur l'API qui font se poser des questions méthodologiques et qui permettent d'avancer. Mais voilà, en tout cas, c'est une manière de figer les avancées du groupe de travail en matière d'évaluation environnementale. Elle est aussi alimentée en données par d'autres projets, notamment le projet Energista, où dans l'idée, sur le long terme, on pourrait intégrer les modèles de consommation ou les manières de modéliser la consommation électrique des serveurs issus du projet Energista, ça pourrait être intégré dans l'API. Donc c'est un peu une photo de l'état de connaissance du groupe de travail qui peut être implémenté et qui peut être réutilisé ensuite dans d'autres usages. Les usages qu'on a, il y a DataVista. Donc DataVista, c'est une plateforme pédagogique de DataVis qui permet d'évaluer les impacts de plusieurs assets. C'est une manière en fait, c'est un front à l'API. Il y a Cloud Scanner qu'a présenté Olivier. Et donc là, c'est spécifiquement une manière de collecter les données d'inventaire d'une instance cloud. Donc pour l'instant que AWS, mais dans le futur, ça peut être d'autres. Et de demander les impacts des instances utilisées avec l'API. Il y a BoAgent qui, lui, est un agent qui est sur un serveur et qui permet de collecter les données d'inventaire d'un serveur et d'évaluer son impact avec l'API. J'ai mis user parce que n'importe qui peut intégrer l'API dans ses propres cas d'usage. Comment on se place par rapport aux méthodes existantes? Donc là, je l'ai fait par rapport à un axe plus ou moins spécifique. Donc c'est-à-dire, est-ce que c'est des données qui sont très génériques ou des données qui sont très spécifiques à l'inventaire? Et plus ou moins complexes à mettre en œuvre. Donc vous avez le facteur monétaire ici qui est simplement le fait de dire 1 euro de serveur, c'est tant d'impact. Bon, ça c'est quelque chose qui est très peu spécifique hein, parce que le prix des serveurs il fluctue par exemple avec des mécanismes de marché et le facteur d'impact va pas forcément évoluer. Donc on voit que c'est des choses qui sont pas forcément totalement corrélées, peu corrélées. On a les produits carbon footprint qui sont les déclarations des fournisseurs en termes d'impact CO2, enfin d'impact carbone. Là, on est un peu plus spécifique, mais comme on peut pas, par exemple, quand on va avoir un serveur, on peut le commander avec des pièces supplémentaires ou des pièces en moins, et ça, c'est pas forcément c'est pas forcément calculé par le provider. Donc c'est un peu moins spécifique. Par contre, c'est encore moins complexe à mettre en œuvre, bien qu'il faut adapter l'usage à les impacts enfin les hypothèses d'usage à son cas d'usage. Par exemple, le fait que c'est utilisé en France, alors qu'à la base, le produit carbon footprint, il est évalué pour l'Europe. L'API Boa Vista, elle est un peu plus complexe à mettre en œuvre parce que si on veut être plus spécifique, faut préciser la configuration technique. Et ensuite, on a les ACV produits à la fin, qui sont là des choses qui sont très spécifiques parce qu'on se concentre vraiment sur un produit, mais par contre qui demandent une forte énergie pour le mettre en œuvre. En fait, l'API Boa Vista, elle se substitue pas du coup à des ACV produits. Si vous êtes producteur de produits numériques, d'équipements informatiques, il ne faut pas utiliser l'API Boa Vista. L'API Boa Vista, elle est plus pour proposer des facteurs d'impact un peu plus génériques pour les gens qui sont plutôt providers de services et qui utilisent des équipements.
Si on regarde en termes de transparence, en fait, les PCF et le facteur monétaire, ils ont le problème d'être peu transparents, alors que l'API Boa Vista et une ACV produit, elle peut être au maximum transparente. Alors elle peut être, hein, l'ACV produit, on peut décider de pas la publier, hein. Le périmètre de l'API aujourd'hui, qui permet donc, enfin, grosso modo, l'API, elle permet de vous générer des facteurs d'impact dynamiques d'équipements et de services numériques, en fonction d'une configuration technique donnée. Aujourd'hui, si on regarde le cycle de vie, ça prend en compte l'ensemble du cycle de vie, l'exception des impacts de la distribution et de la fin de vie, qui sont pas pris en compte systématiquement. Mais voilà, c'est précisé quand c'est pas pris en compte. Et ensuite, on prend en compte plusieurs critères d'impact et plusieurs caractéristiques de flux, donc qui sont pas vraiment des critères d'impact, mais qui permettent de discuter tout de même d'empreinte environnementale, notamment l'énergie primaire et le MIPS. Ces critères d'impact, en fonction des assets et des méthodes qu'on va mettre en œuvre, tous les critères vont pas être disponibles. Mais voilà, on a en tout cas, pour une partie, l'ensemble de ces critères d'impact qui sont disponibles. Et pour une autre partie, des critères d'impact, on va avoir beaucoup moins de critères d'impact. Sachant que tous les assets qu'on évalue, on essaye à minima d'avoir plusieurs facteurs d'impact, donc de pas que avoir l'impact carbone. Le process de l'évaluation, on envoie une requête HTTP à l'API, l'API va faire sa tambouille et va nous renvoyer les impacts à l'usage et les impacts embarqués. Donc, impact autre, c'est les impacts embarqués, c'est-à-dire fabrication, fin de vie et distribution quand c'est implémenté. À l'intérieur de l'API, le process, c'est on reçoit une requête, on complète les données manquantes, on évalue l'impact à l'usage. Si la consommation ou la puissance de l'équipement ne nous a pas été donnée, on modélise la puissance. Ensuite, on évalue l'impact les impacts embarqués et on renvoie les données d'API. Je vais vous présenter rapidement le process un peu plus détaillé et ensuite l'idée c'est de vous faire une démo. Donc on va prendre l'exemple d'un CPU. Un CPU, on va envoyer à l'API, on veut l'impact d'un CPU, on va lui envoyer ses caractéristiques. On va par exemple ici donner le fabricant, le model range, donc la gamme de produits et le nombre de cœurs. Bon, il y a d'autres données qu'on peut préciser. Si on regardait par exemple dans le cas d'une instance EC2, c'est le même principe. On a aussi des caractéristiques, par exemple le provider, le type d'instance et des données d'usage ici. Donc par exemple, on va dire qu'il est utilisé en France. Bon, c'est deux exemples de requêtes qu'on peut envoyer à l'API. Ce que va faire l'API, c'est qu'elle va compléter les données manquantes. Donc là, on voit par exemple, pour calculer l'impact environnemental d'un CPU, on a besoin de la die size, donc c'est-à-dire la surface gravée du CPU. C'est une métrique qu'on doit avoir. En général, l'utilisateur, il connaît pas cette métrique, et donc du coup, nous, on va la compléter. Ici, par exemple, on n'a pas donné suffisamment d'informations pour avoir une donnée précise, donc on a fait la moyenne des familles, la moyenne de l'ensemble des données qu'on a, enfin de l'ensemble des CPU qu'on a, avec 24 cœurs. Parce qu'on nous a donné le nombre de cœurs ici de 24. On a implémenté une nouvelle dans la prochaine version, donc qui va sortir dans la V1. On implémente des marges d'erreur. Les marges d'erreur, elles sont là pour caractériser l'incertitude vis-à-vis de l'entrée utilisateur. Elle n'est pas là vis-à-vis de l'incertitude des facteurs d'empreinte ou de la manière dont on calcule l'impact. Elles sont vraiment là juste pour caractériser l'incertitude de l'entrée utilisateur. Si l'utilisateur il nous donne la surface de die directement, on n'a pas du coup d'incertitude. On n'a pas d'incertitude sur l'entrée utilisateur. Là, on nous a pas donné la surface de die, on nous a pas donné suffisamment d'informations pour avoir la surface de die exacte. Donc, on a fait une moyenne et on a pris la valeur min et la valeur max. Donc, on se retrouve avec finalement un range de valeurs possibles pour la die size. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va essayer de calculer l'impact à l'usage. Donc là, dans le cas du CPU, on ne nous a pas donné la consommation électrique du CPU. Donc, on va utiliser un modèle de consommation, donc qui est en fait une fonction qui associe un workload, donc un taux de charge, avec une puissance. Donc on va nous dire à 50% de charge, je sais que mon CPU, a priori, il consomme tant. Ces modèles de consommation, ils sont très très grossiers, hein, et c'est le but d'Energystad d'essayer de les préciser. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un ordre de grandeur. Et ensuite, on l'associe à un facteur d'impact de l'électricité en fonction de la zone dans laquelle est utilisé le CPU.
et on a l'impact à l'usage. Donc là, vous voyez par exemple pour un CPU, un modèle de consommation. On utilise avec les données de Benjamin, qu'avait fait Benjamin Davy, je crois qu'il est là en plus, qui en fait a fait des mesures ponctuelles pour différents types de CPU. Et on arrive finalement à inférer un modèle logarithmique à partir des points de mesure qu'on a fait pour un CPU donné. Je rentre pas dans les détails, hein, tout est documenté dans la documentation de l'API. Ensuite, à partir des caractéristiques techniques du CPU, on va évaluer l'impact à la fabrication. Donc on a des formules avec des facteurs d'impact qui sont dynamiques en fonction de ces caractéristiques techniques. Typiquement pour le CPU, ça va être la surface de die, ou qu'on peut désagréger en disant le nombre de cœurs associés à la surface de die par cœur. Et ça nous donne un impact à la fabrication. Ensuite, on va retourner à l'utilisateur les données en essayant d'être le plus transparent possible, donc en retournant à l'utilisateur à la fois les données utilisées, les données qui ont été complétées, les données minimales et maximales, et les sources de données qui ont été utilisées quand on a dû compléter les données manquantes. Si on regarde pour le serveur ou pour le cloud, ce qu'on va faire, c'est comme pour les composants, sauf qu'en fait, on va évaluer l'impact des différents composants et on va calculer l'impact de chaque composant. On va compléter les composants, les données manquantes pour chaque composant, calculer l'impact de chaque composant et agréger l'impact au niveau du serveur. L'API, elle se base sur plusieurs types de données, des profils de consommation pour modéliser l'impact, pour modéliser la consommation électrique des différents composants ou des différentes instances cloud, et des données plutôt de facteurs d'empreinte, soit des facteurs d'empreinte pour les impacts embarqués, soit des facteurs d'empreinte pour l'électricité. Voilà pour ce qui est de la présentation de l'API. Donc l'idée maintenant c'est de vous faire une démo en gardant à l'esprit les nouvelles fonctionnalités qu'on a dans la prochaine version qui devrait sortir d'ici peu. On a ajouté les équipements, les terminaux utilisateurs, donc terminaux et périphériques utilisateurs. On se base sur les données négaoctets publiques qui sont dans la base empreinte de l'ADEME. Donc là, on n'a pas une approche bottom-up par composant parce qu'on n'a pas un niveau de désagrégation qui est suffisamment important. Donc on va simplement utiliser un facteur d'empreinte générique pour l'équipement utilisateur. C'est pas dit que dans le futur, si on avance et qu'on rajoute des composants, par exemple les écrans, qu'on puisse reconstruire de manière bottom-up l'impact de l'équipement et du coup avoir une donnée qui est un peu plus paramétrable. On a ajouté tous les critères d'impact PEF. Donc à la base, on avait 3 critères d'impact. Là, avec Negaoctet, avec Negaoctet public, on arrive à avoir, il me semble, 13 facteurs d'impact, voire 15 même, 15 facteurs d'impact différents. Et typiquement, pour le serveur, il y a 3 facteurs d'impact avec lesquels on peut avoir une mesure bottom-up. Et le reste des facteurs d'impact, on va utiliser une donnée d'impact générique qui caractérise le serveur. Donc, ça va être la donnée d'impact générique qu'il y a dans la base empreinte. Une feature qui a été ajoutée très récemment, c'est l'impact des devices IoT. Donc, je vous présenterai aussi la feature. Elle est basée sur les travaux de Thibaut Pierson et David Ball de l'UC Louvain, qui est adaptée en multicritères par TID, qui est l'entreprise de Étienne Lisperasso, qui a mis les données en public. Comme je vous disais, on a ajouté des bornes minimales et maximales. Donc ces bornes, elles sont à la fois pour les caractéristiques techniques, mais elles vont aussi être propagées pour évaluer les impacts minimales et maximales des composants, enfin des assets qu'on veut évaluer. Le reste, je vais vous le montrer directement par l'exemple. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce point-là avant que je passe à la démo? Ouais, éventuellement, moi j'ai quelques questions sur le choix de la catégorie d'impact énergie primaire, mais éventuellement, enfin, on pourra poursuivre cette discussion plus loin, mais c'est juste la simple remarque que souvent, la catégorie consommation d'énergie primaire, elle n'est pas comptée comme une catégorie d'impact environnemental en SCV, mais comme uniquement un flux. Et du coup, ce faisant, c'est très dur, voire pas vraiment. C'est vraiment pas pratique en fait pour quand tu sors tes résultats d'ACV avec de la PE Boavista, de normaliser et de pondérer en fait ces impacts-là, parce que c'est pas considéré comme des impacts. C'est un peu le seul remarque que j'aurais. Sinon, c'est un plaisir, la PE de Boavista.
Ouais, effectivement, c'est une métrique de flux. Alors honnêtement, on l'a mise parce qu'elle était disponible, hein. Je vais pas te mentir. Effectivement, c'est pas un critère d'impact et peut-être dans la documentation, on pourrait dire que c'est pas un critère d'impact. Après, que la remarque, c'est quoi du coup exactement? Ça veut dire La remarque, que... en fait, c'est que je trouve justement qu'il y a un flou, en fait, on sait pas si, parce qu'en plus, il y a une confusion, tu vois, avec le critère d'impact consommation énergie fossile, qui se mesure, qui est aussi, qui est l'impact qui se mesure en énergie, en joules. Et du coup, est-ce que ce serait possible, tu vois, je sais pas quelle est, d'où vient la source à la base de énergie primaire, mais est-ce que c'est possible soit de garder, de retrouver cette source entre guillemets de données, et de la garder en catégorie d'impact consommation énergie fossile, ou alors, enfin, je sais pas, tu vois, c'est une grosse question en ce moment. Là, je suis en train d'utiliser Data Vista pour un papier, et c'est une grosse souffrance de trouver quoi faire, sachant que je trouve aussi c'est très pertinent, tu vois, de garder l'empreinte énergétique globale. Euh, Ça pour le coup, parce une fois que tu as décarboné des produits numériques, souvent les gens sont en mode ah ouais, ça coûte rien, tu vois, alors qu'en soi, l'empreinte énergétique fait que ça pose toujours la question de la faisabilité, de la légitimité de certains produits, quoi. Donc, Alors l'énergie primaire, elle inclut les... Bah peut-être Eric, vas-y, tu veux répondre, je t'en prie, tu seras plus pertinent que moi. Non, 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 comment dire, il me semble qu'il y a bataille entre énergie primaire et énergie finale. Je ne sais pas si Étienne est là, parce que c'est une discussion qu'on a eue hier. Euh, mais il est commun que l'énergie primaire ou l'énergie finale fasse partie des ACV. Euh, oui, mais pas comme et catégorie d'impact en fait. C'est ça le souci. C'est que la CV souvent en fait pour à la fin quand tu te retrouves avec des impacts, tu vois, alors les grammes, kilo carbone, équivalent carbone, ça commence à parler aux gens, tu vois. Mais l'énergie, les deux autres catégories d'impact classiques de Data Vista, tu vois, la raréfication des métaux rares et l'empreinte énergie finale, c'est deux trucs qui sont pas très manipulés. Et souvent, pour rendre lisible des résultats, le passage à de la normalisation, voire de la pondération, ça aide beaucoup, tu vois. Vraiment, la normalisation, c'est le truc qui permet vraiment de ramener, parce qu'autant, tu vois, tu vas faire tes métaphores en mode, oui, bah, voilà, en équivalent kilocarbone, c'est équivalent d'un aller-retour en avion ou de bagnole, enfin, bref, tu vas trouver des métaphores plus ou moins bien trouvées pour ça. Autant pour l'antimoine et l'énergie primaire, c'est plus compliqué. Or, la normalisation, ça t'aide à dire, voilà, c'est en équivalent habitant monde, c'est tant de personnes. Et en plus, ça met tous tes impacts sous le même référentiel et la même comparaison. Donc, je sais pas comment en fait me sortir de sortir de cette situation, et soit Si éventuellement je répondre. peux, ouais, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, on avait creusé un peu la question concernant l'énergie primaire. Et en fait, même si effectivement c'est pas un indicateur d'impact et qu'il n'est pas directement dans la liste des indicateurs PEF, on peut retrouver, alors faut que je retrouve la source, on peut retrouver les métriques de consommation d'énergie primaire globale et donc par personne. Donc finalement, on peut pas faire de la pondération, mais faire un minima de la normation et essayer d'avoir des métriques un peu plus parlantes pour les gens. Peut-être un truc à creuser. Là, j'ai plus les sources en tête, mais je pourrais retrouver ça. Ah ouais, je vais te contacter, hein. À coup sûr, je vais te contacter parce que hier j'ai passé une journée horrible à chercher des critères de normation pour de l'énergie primaire, donc clairement je vais te tirer la manche. Je vais essayer, ouais, je vais essayer de retrouver ça. Alors Vincent, l'énergie primaire, ça va même au-delà de ça, c'est pas que sur l'usage, hein, c'est aussi l'énergie primaire de la fabrication. Donc en fait, ça permet de normaliser l'énergie sur l'ensemble du Ah, cycle de j'entends. vie. Ouais, je prends la parole, du coup, j'ouvre mon micro. Mais enfin, sauf pour les fossiles, enfin, tu vois, pour la fabrication, s'ils consomment du gaz ou du fuel pour leurs usines, là, il n'y a pas d'énergie finale égale énergie primaire. Mais c'est essentiellement de l'électricité, il me semble, quand même, dans la filière qui consomme. Et là, voilà, le coefficient énergie finale primaire, il est très variable selon les pays, tout comme le mix CO2, quoi. oui, tout à fait. Et du Mais du coup, ouais, je pense que enfin, c'est un critère important de savoir les consommations de kilowattheure. Enfin, les trois critères, ils sont importants, quoi. Finale, primaire et CO2. Et ils évoluent, ils ont chacun ils peuvent évoluer différemment, quoi. on peut continuer cette conversation si vous voulez sur le chat, parce que Ouais, c'est super spécifique. Même moi, je suis un ouais, peu perdu, je vous avoue. Mais ça marche. heureux de suivre ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant qu'on passe à la démo? Une question Ouais, c'est critique François, j'ai une acerbe? question.
Vous m'entendez? Allô, allô? Ouais, on t'entend. J'ai une question un poil plus facile. Il y a quoi concernant tout ce qui est réseau actuellement dans l'API? J'ai cru voir passer Util Routers dans ta liste à un moment donné, mais c'est passé un peu vite là. Non, non, c'est utils au sens technique de l'API. Dans le réseau, aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a une issue en cours si ça vous intéresse. Alors, je pourrais vous montrer à la fin, je pense, les grands travaux sur lesquels on- on travaille encore pour les prochaines versions. Il y a une issue en cours avec plusieurs approches pour le réseau, moi, que j'aimerais implémenter, mais en fait, c'est vachement structurant. Il y a beaucoup de débats sur la manière de prendre en compte ces impacts, donc je veux pas décider tout seul. Donc, si ça vous intéresse, je suis preneur de vos avis. Tenez, hop. Je suis preneur de vos avis. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais voilà, comme il y a beaucoup de débats, je ne veux pas me positionner. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait plus de débats entre nous avant de l'implémenter. Vincent, tu parles sur le réseau? T'as pas soulevé le débat? C'est François qui posait le problème, et du coup, on peut pas prendre juste, par exemple, ce qu'a fait l'ARCEP, Étienne, enfin, le rapport sur toute l'évaluation du numérique, là. On pourrait démarrer de ça. Enfin, je sais pas. On peut effectivement avoir des débats sur plein de sujets comme l'énergie primaire, tel qu'on peut voir là. Puis on peut aussi livrer un truc, parce que c'est ce qui semble être pas trop déconnant, enfin, pas trop déconnant. C'est vachement difficile comme sujet, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut pas démarrer avec un truc, enfin, histoire qu'on ait rapidement un outil utilisable sur un service numérique, c'est-à-dire un empilement de terminaux, de réseau et de backup, quoi. De back-end, pardon, enfin, de serveur en back-end. Oui, oui, surtout que l'avantage, c'est qu'on a des données avec une méthode qui est assez similaire sur le périmètre européen et sur le périmètre français. Et que sur le périmètre français, on va avoir normalement des données qui vont arriver qui sont format AX plus B, donc en fonction du nombre de lignes et de la quantité de données. Donc je pense que on peut commencer petit et peut-être implémenter différentes manières de le prendre en compte. Donc oui, c'est possible. Mais encore une fois, comme il y a beaucoup de débats, je suis pour l'implémenter, mais je serais pour avoir des avis complémentaires pour me dire oui, on fait comme ça, quoi. Donc ça va dans ce sens, François, merci. Ce que Ok, tu dis. merci. Peut passer peut-être, vous n'hésitez pas à me couper pendant la démo. Il n'y a pas aucun souci. Donc, il y a donc chaque routeur, en fait, c'est une grande famille d'assets numériques. Donc, on a les serveurs, le cloud, les terminaux, les périphériques, les composants. Et après, ça, c'est des routes utilitaires. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais si vous voulez créer des applications, ça vous permet de faire des listes déroulantes ou ce genre de choses, quoi. Alors, je vais vous montrer un exemple déjà avec un CPU. Donc, la route, elle se présente comme ça. Vous avez déjà une durée d'impact, une durée d'évaluation. Donc, soit vous mettez rien, et dans ce cas-là, on va évaluer l'impact sur l'ensemble du cycle de vie de l'appareil. Soit vous mettez une durée en heures, par exemple à 1 heure, et dans ce cas-là, ça va calculer l'usage pour 1 heure d'usage, et ça va allouer l'impact de la fabrication, enfin les impacts embarqués, sur 1 heure, par rapport à sa durée de vie. L'archétype, j'y viendrai après. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir les critères d'impact. Donc, on va aller avec juste le GWP pour l'instant. Je lance ma requête. Et donc, on voit ici qu'on a des impacts embarqués, donc embedded, pour le GWP. Je vais zoomer un petit peu, peut-être. Hop. David, tu peux rappeler pour ceux qui connaissent pas bien ce que c'est GWP? C'est Global Warming Potential. Donc, c'est le potentiel de réchauffement global. C'est ce qu'on nomme souvent impact carbone. Mais en critère d'impact, c'est réchauffement global, qui est évalué en kilogrammes CO2 équivalent. Vous avez l'unité ici. Ici, vous voyez que vous avez des warnings qui vous disent que dans nos facteurs d'impact, la fin de vie n'est pas incluse. Et vous avez la valeur, le minimum et le maximum. Là, ce que ça veut dire, si le minimum et le maximum et la valeur sont égales, ça veut dire que il y a suffisamment d'entrées utilisateurs pour caractériser de manière exacte, En tout cas, il n'y a pas d'incertitude côté entrée utilisateur. Par contre, pour l'usage, on voit ici qu'il y a une grosse disparité entre le min et le max. Pourquoi? En fait, on n'a pas précisé dans la requête où est-ce qu'on utilisait l'équipement.
Et d'ailleurs, si on regarde tout en bas, vous avez le facteur d'impact de l'électricité en kilogrammes CO2 équivalent par kilowattheure, qui, pardon, la localisation, elle est en Europe, c'est une donnée par défaut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la valeur européenne, qui est la donnée par défaut qu'on a donnée, mais comme l'utilisateur n'a pas précisé où c'était, on va quand même mettre une valeur min et une valeur max qui correspond au facteur d'impact minimal et maximal qu'on a en base de données. Si je veux préciser la localisation, par exemple, je vais dire usage. Hop. Bon, dans les faits, quand on implémente une API, on fait un joli front où c'est utilisé, c'est pas utilisé tel quel, quoi. Ça, c'est un but de démo. Donc, si je dis ici que c'est utilisé en France, donc je précise mon usage. Je vois ici que mon usage location, finalement, elle est passée en FRA, donc France. Que le statut, c'est input, donc ça veut dire que ça provient de l'entrée utilisateur. Je regarde mon facteur d'impact de l'électricité, en fait, on l'a précisément, donc le min, le max et la valeur sont égales. Et si je vais voir l'impact à l'usage, on voit qu'il n'y a plus de différence. Donc ça, c'est parce que j'ai donné le nom exact de mon CPU, que mon CPU, il est enregistré en base de données. Et on voit ici, par exemple, que les données, elles ont été complétées. Donc le fabricant, la gamme, elles ont été complétées à partir du nom, completed from name, basé sur telle source de données. Hop, pardon. Maintenant, si je donne pas le nom, mais je donne, je vais dire par exemple, la famille du CPU, c'est Skylake. Donc bon, c'est une famille, c'est une génération si vous voulez de CPU. Donc là, je donne pas mon CPU exact, et je regarde la die size, donc la surface de gravure. Là, ça va me dire, on a pris la moyenne des Skylake qu'on avait en base, donc qui est 689 mm² de surface de die pour les Skylake en moyenne, avec une borne avec la valeur minimale à 336 et la valeur maximale à 694. Ça va se retrouver dans les impacts embarqués, avec, vous voyez, un différentiel entre la valeur, le minimum et le maximum, parce qu'on a propagé les incertitudes dans les entrées jusqu'à l'évaluation des impacts. Si je regarde si je rajoute maintenant le nombre de cœurs, j'en ai 24, admettons. Là, ça va compléter également, mais ça va prendre la moyenne des Skylake avec 24 cœurs. Et donc, du coup, là, on voit que finalement, il y en avait tous les Skylake qu'on a en base qui ont 24 cœurs, elles ont la même surface de die. Donc, on a 615, 615, 615. Voilà pour l'instant pour les. Ah oui, ce qui peut être intéressant, c'est que vous voyez là la puissance moyenne. On l'a complété avec le profil de consommation. Donc on voit qu'on n'a pas donné notre taux de charge, qui s'appelle le time workload ici. Du coup, le taux de charge qui a été pris, c'est 50%. Bon, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails ici, mais voilà, c'est l'exemple de base pour le CPU. Pour chacun des composants, vous avez le même exemple, et je ne sais pas si vous voyez, mais chaque asset, il a 4 routes. Donc je vais vous expliquer à quoi sert chacune de ces routes, mais je vais vous l'expliquer avec le serveur. Donc tous les assets que vous avez, il a 4 routes. Une route qui s'appelle ArcTypes. Si vous la requêtez, elle va vous lister la liste des archétypes disponibles. Alors un archétype, en fait, c'est un profil type. C'est une configuration qui est préenregistrée dans l'API. Quand vous utilisez l'API, donc l'API, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est stateless, c'est-à-dire que vous pouvez la déployer chez vous et vous n'avez pas besoin, vous allez faire une ligne de commande et l'API, elle va se monter et vous pourrez l'utiliser directement chez vous. Et vous pouvez ajouter dans des CSV des configurations de type. Par exemple, si vous savez que vous avez 10 sortes de serveurs, vous n'allez pas vous amuser à réécrire à chaque fois la configuration des serveurs, vous pouvez la préenregistrer dans les CSV et la réutiliser. Donc là, on en a préenregistré quelques-uns. Donc 3 serveurs de compute, 3 serveurs de storage, et on a même mis un Dell R740. Vous pouvez en fait mettre une vraie référence de serveur, par exemple ici, où vous avez préenregistré, vous savez qu'un Dell R740, c'est tant de SSD, tant de CPU de ce type, etc. Si maintenant vous voulez regarder ce qu'il y a dans ces configurations, dans ces archétypes, mettons je mets un compute medium ici. Donc c'est la deuxième route qui est archetype config. Elle va nous donner la configuration de ce type.
les configurations, on peut à la fois donner des valeurs à chacun des attributs, chacun des caractéristiques techniques de l'asset, mais on peut aussi donner des valeurs minimales et maximales. Par exemple, là, un compute medium, c'est pas un serveur en particulier, hein, c'est un type de serveur. Donc là, on va donner un range et on va dire, bon, bah, ce type de serveur, c'est entre 1 et 4, il a entre 1 et 4 CPU, avec en moyenne 2 CPU. Ces CPU, ils ont entre 16 et 32 cœurs, avec en moyenne 24 cœurs, etc., etc. Ça va nous servir les archétypes de deux manières. Soit on va les utiliser dans les routes get, donc l'asset avec la route get, elle nous permet d'évaluer l'impact d'un archétype sans préciser de configuration. Donc admettons, j'ai un compute medium, je veux son impact sur 24 heures pour ces trois critères d'impact. Ça va me calculer les impacts pour ce type de serveur. Et si on regarde dans le verbose, donc il nous indique les configurations qui étaient prises, par exemple pour le CPU, on voit que le nombre de CPU, c'est entre 2 et 4, entre 1 et 4 avec une valeur moyenne de 2. Et on voit que la valeur, elle vient de l'archetype parce qu'il a pris la valeur depuis l'archétype. Je vais vite, hein, vous m'arrêtez si y a des questions. La dernière manière qu'on a de requêter un impact, c'est avec la route post. Et là, on va pouvoir préciser une configuration. Donc là, on va encore devoir mettre un archétype. Mais par contre, on peut surcharger, si vous voulez, l'archétype avec une configuration. Donc on dit que le serveur que je vais évaluer, c'est un serveur de type compute qui est de gamme moyenne. Mais par contre, je veux préciser qu'il a 2 CPU, Intel Xeon Gold 6134. Il a 12 barrettes de RAM qui ont chacune une capacité de 32 Go. Il a un SSD d'une capacité de 400 Go avec une densité de 50,6 cm² par giga par cm², pardon. Et je lui donne la puissance moyenne de mon serveur qui est de 300 watts et je lui dis qu'il l'utilise en France. Hop. Je balance ça. Ce que ça va faire en fait, c'est que si ma configuration elle est incomplète, je sais pas s'il y a une donnée qui est incomplète, mais s'il y a une configuration qui est incomplète, par exemple là j'ai pas donné time workload, donc j'ai pas donné la charge, la charge il va la récupérer de l'archétype et il va mettre la valeur min et max de l'archétype. Ça nous permet en fait de pouvoir figer des valeurs min et max, mais qui sont pas juste des valeurs min et max théoriques, qui seraient la valeur min d'un serveur, du plus petit serveur, et la valeur max du plus grand serveur, mais de contextualiser les valeurs minimales et maximales dans un type donné. Donc là, on calcule un type qui est un serveur de compute moyen, donc il est dans ces bornes. Je peux préciser par exemple aussi moi je le ferai pour les périphériques. Est-ce que là, il y a des questions sur les serveurs ou je peux passer sur les terminaux, par exemple? Bon, je m'excuse si c'est un peu déstructuré. C'est bon, je passe. Donc, on va prendre les terminaux maintenant. Donc, les terminaux, pareil, vous voyez là, on a ici les laptops. On a 4 routes. Une route qui va nous donner les archétypes qu'on a pour le laptop. Donc, par exemple, pour un laptop, on en a 2. Laptop pro, laptop perso. Si je regarde, par exemple, la configuration d'un laptop pro dans ma route archetype config, on voit que, donc là, je vous rappelle, pour les terminaux, on n'est pas dans une approche bottom-up, on n'est pas par l'impact de la somme des composants, on ne sait pas calculer l'impact de l'ensemble des composants d'un laptop. Donc là, on va utiliser une métrique qui est au niveau de l'asset directement, enfin un facteur d'impact qui est au niveau de l'asset. Mais on va pouvoir préciser quand même quelques données de configuration. Par exemple, ici, vous voyez le type, donc qui est pro. On peut avoir des facteurs d'empreinte, par exemple, qui vont être différents entre un laptop pro et un laptop perso. On voit qu'on a le hour lifetime qui correspond à la durée de vie en heures et la puissance moyenne. La puissance moyenne, nous, d'un pro, on a dit que c'était entre 50 et 100 watts avec une moyenne à 75 watts. Il y a cette métrique aussi qui est les use time ratio, qui est intéressant. Dans le cadre d'un serveur, en général, il est allumé 100% du temps. Dans le cadre d'un laptop, c'est pas le cas. Donc du coup, on va utiliser un use time ratio qui dit que ce terminal, il est utilisé 30% du temps. Alors vous pouvez appliquer cette métrique aussi pour les serveurs, mais ça a plus de sens pour les terminaux. Donc il est utilisé 30% du temps, et ça veut dire qu'en fait la puissance moyenne que vous avez ici, c'est la puissance moyenne en phase d'usage. Donc le use time ratio, il permet de savoir
quand est-ce qu'il permet de dire que 30% du temps, il est à 75 watts. Le reste du temps, il est éteint, donc il est à 0 watts. Si je veux calculer maintenant l'impact de mon laptop, soit j'utilise la route get, et donc je peux rien préciser, admettons pour 1 heure, et je vais rajouter un facteur d'impact qui est le land use. Vous voyez, ça me donne les impacts, ça met un warning generic data used for the impact calculation, parce que du coup, on n'a pas utilisé une approche bottom-up, on a utilisé une donnée qui est générique au niveau de l'impact, au niveau du serveur, de l'asset, pardon. Vous pouvez regarder ici, on est dans une route get, donc on n'a pas pu préciser on n'a pas pu surcharger les données de configuration, et notamment on n'a pas surchargé la localisation. Donc on a utilisé la donnée par défaut qui est Europe, et on voit qu'on a dans le facteur de carbone, enfin dans l'impact, le facteur d'empreinte GWP l'électricité, on a un range qui est assez grand. Donc c'est pour ça que la route get, a priori, on va l'utiliser moins souvent si on veut préciser des choses qui sont un peu mouvantes. Par contre, si vous hostez l'API chez vous, vous pouvez définir dans le fichier de configuration les données par défaut, notamment pour la localisation. Si vous savez que tous vos assets ils sont en France, vous pouvez dire que dans votre fichier de configuration que par défaut le usage location il est en France, et donc les utilisateurs de l'API ils peuvent utiliser les routes get sans avoir à surcharger cette donnée. Si je veux quand même surcharger cette donnée, je peux utiliser la route get. Là, vous voyez, par exemple, j'ai dit c'est utilisé en France et il est utilisé, admettons, on va dire 10% du temps. Je calcule, voilà, ça va me sortir ces impacts. Alors, vous voyez ici que l'ADP, il n'est pas implémenté pour les impacts embarqués, par exemple, parce que l'ADP n'existe pas dans les données de la base empreinte. Par contre, on a d'autres métriques, comme on a d'autres facteurs d'empreinte qui sont disponibles. Par exemple, l'ADPE, qui est, si vous voulez, l'ADP, il y a une façon de calculer l'ADP, donc la abiotic depletion, la déplétion de ressources abiotiques. Soit il y en a une qui est agrégée, on va agréger les ressources qui sont fossiles et les ressources minérales, donc ça c'est l'ADP. Soit on a une version qui va les désagréger avec l'ADPE pour les minéraux et l'ADPF pour les ressources fossiles. Dans la base empreinte, on a cette version désagrégée, et donc du coup, on peut faire ADPE et ADPF par exemple. Donc, je veux calculer ces 3 critères d'empreinte, trois critères d'impact. Et vous voyez ici qu'on se retrouve avec effectivement le GWP, l'ADPE et l'ADPF. Donc il faut jouer un peu avec les critères d'empreinte en fonction des différentes routes qui implémentent ou pas les différents critères d'empreinte. Sachant que dans la documentation, à chaque fois, c'est marqué quels critères d'empreinte sont disponibles. Si je retourne d'ailleurs sur le serveur et que je veux par exemple mettre ADP, je veux la DPE ici. On va mettre d'ailleurs que la DPE. Ça va me calculer la DPE et en fait, ça va m'utiliser une donnée générique. Donc comme j'ai pas accès à la DPE de manière bottom-up parce que je sais pas calculer la DPE pour l'ensemble de mes composants, je vais utiliser le critère d'impact de la base empreinte ADEME qui est générique. Et donc ça va quand même me donner l'empreinte du serveur ADPE, mais ça sera une empreinte qui sera du coup, comme je le disais, générique et qui va pas prendre en compte les caractéristiques techniques des composants. Je pense qu'on est bon pour ces premiers éléments. Est-ce qu'il y a déjà des questions avant que je passe à l'IoT? Oui, David, Philippe à l'appareil. J'ai une question sur le terminal. Tu peux spécifier une puissance en entrée de la route get? Ouais, très bonne question. Alors, soit tu préenregistres des terminaux, donc tu préenregistres des archétypes. Par exemple, là, vous avez le laptop pro qui a un archétype préenregistré, et donc tu vas préenregistrer la puissance moyenne. Donc tu peux en rajouter si tu veux manuellement dans ton CSV, tu vas dire ah bah j'ai un laptop pro qui est haut de gamme, plutôt bas de gamme, etc. Et donc tu vas pouvoir préciser comme ça. Et du coup, tu vas pouvoir utiliser ces archétypes dans la route get. Par contre, si tu veux préciser en une seule fois ta puissance, tu peux effectivement dire ici average power, et admettons, tu as un laptop qui est très consommateur, on va mettre 150 watts, hein, c'est énorme. Hop, j'ai oublié.
ça. Tu vas avoir ici, effectivement, ça va être calculé avec... Voilà, vous voyez, c'est input. Donc effectivement, on a 150 watts qui vient de l'input. Et en fait, quand il y a une donnée qui est donnée en input, on n'a plus de valeur min et valeur max. Ça n'a pas de sens parce que c'est vu que les min et max, c'est une incertitude qui provient de l'entrée utilisateur. Si l'entrée utilisateur elle est fixée, on considère qu'il n'y a pas d'incertitude. Dans un deuxième temps, on devra intégrer l'incertitude qui est plutôt vis-à-vis de l'évaluation, qui est grande, mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Ça répond à ta question, Philippe? Oui, je te remercie. N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez, sinon je passe à l'IoT. Donc là, je suis sur une. Donc là, vous pouvez tester l'API avec le. Donc soit vous voulez donc avec le endpoint de dev, donc qui s'appelle dev.api.boavista.org. Vous arrivez ici et vous avez soit la documentation là. Mais par contre, pardon, la documentation de dev, c'est dev.doc.api.boavista. Vous avez des tutoriels ici, qui permet de prendre en main l'API avec depuis votre terminal. Vous avez les explanations, c'est là où on explique totalement, c'est là où on explique les impacts des différents, comment on calcule les impacts, enfin, qui explique les différentes fonctionnalités. Vous avez les références qui, là, plutôt la documentation très technique qui va dire, bon, bah, voilà les routes qui existent, voilà comment les remplir, voilà les formats de données. Vous avez de la documentation pour savoir comment déployer. Vous avez on vous explique tout ce qu'il y a dans le fichier de configuration. Donc, dans le fichier de configuration, vous pouvez, comme je vous disais, mettre la localisation par défaut, les archétypes par défaut pour chacun des. Par défaut, en fait, vous avez un archétype qui va être donné pour chacune des routes. Par exemple, là, on va dire pour un serveur, par défaut, c'est un compute medium. Les critères par défaut qu'on sert. Et voilà, et plein d'autres données. L'avantage, c'est que si vous hostez vous-même l'API, ces données, vous pouvez les modifier facilement. Par exemple, vous savez que dans votre reporting environnemental, vous avez juste le carbone, bah, vous pouvez mettre juste le JWP, même si on ne vous encourage pas à le faire. Même si je pense que 90% des gens qui utilisent l'API l'utilisent pour le carbone, mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que par défaut, nous, on met au moins 3 critères pour que les gens comprennent l'intérêt du multicritère. Voilà pour la doc. Et maintenant, pour finir, je vais vous montrer l'IoT. Donc, c'est pas encore intégré dans la version de dev, c'est encore une feature qui est en développement. Donc, pour l'IoT, on utilise l'approche de Thibaut Pierson et David Ball. Attends, je sais pas si d'ailleurs, je pense qu'elle est. Non, pas dans la doc encore. Donc, l'approche de Thibaut Pierson et David Ball, qui sont des chercheurs de l'UC Louvain, qui ont essayé de développer une approche qu'on dit screening, donc c'est-à-dire qui est une approche grosse maille, pour évaluer les impacts de la fabrication des devices IoT, des équipements IoT. Ils partent du principe qu'on ne va pas s'amuser quand on met en place une solution IoT avec plusieurs capteurs, on ne va pas s'amuser à faire la CV détaillée à chaque fois de l'ensemble des équipements. Et donc, du coup, on fait une approche screening qui nous permet plutôt, à l'échelle d'un service, d'avoir une idée globale des impacts de ces équipements et puis de mon service quand on les agrège. Ça avait été développé à la base avec simplement pour le critère d'impact JWP. Et donc, Étienne, ici présent, a fait un travail pour reprendre les caractérisations qu'ils ont fait et reprendre la méthode et l'adapter en multicritères. Si tu veux dire deux mots, Étienne, c'est la parole. Oui. Oui, je pense que tu as dit le principal, effectivement. C'est vrai que faut voir ça comme étant non pas un calculateur de un IoT spécifique en particulier, parce que là, on sera pas assez précis. Par contre, si on est dans une solution plus globale où on inclut de l'IoT, je pense notamment par exemple à de la domotique ou à un service numérique un peu plus complexe où on a de l'IoT et que bah, on n'a pas le produit, on peut pas le modéliser spécifiquement, c'est trop de boulot. Pour moi, ça permet d'avoir un premier regard. Et moi, ce qui m'intéresse aussi par rapport à ça, et pour avoir discuté avec Thibaut, ce qui m'intéressait aussi, c'est de remonter l'information justement à terme entre l'approche grosse maille qu'ils vont développer et la comparaison avec des résultats réels pour ceux qui seraient effectivement amenés à faire des ACV sur de l'IoT. Cet écart-là pourra permettre peut-être d'améliorer les choses à terme.
Et même plus globalement, hein, merci Étienne, plus globalement sur l'ensemble de l'API, effectivement, c'est pas du tout destiné, je le rappelle, à des gens qui font des produits, c'est vraiment destiné à des gens qui ont des services avec beaucoup d'équipements et qui peuvent pas faire le travail de faire la CV de l'ensemble des équipements où ils ont accès, quoi. Dans le meilleur des mondes, on aurait des ACV qui sont complètement transparentes de l'ensemble des équipements et on utiliserait ça, quoi. Donc là, on pallie à ce manque. L'API n'est pas une finalité en soi. Voilà. Donc comment ça marche? Je vais vous expliquer l'approche à travers l'usage de l'API. Donc on a pareil les archétypes. Donc là, j'ai repris les archétypes qui étaient dans le papier scientifique de Lucé Louvain. Donc ils reprennent, en fait, ils appliquent l'approche pour 5 types d'IoT, d'équipements IoT. Donc j'ai repris ces 5-là par souci de cohérence avec l'article. Et on va regarder un exemple avec le drone mini. Donc, si je regarde mon drone mini, comment on caractérise un IoT dans cette approche? C'est en fait tout un ensemble de blocs fonctionnels, donc que vous voyez là en majuscule. Donc par exemple, le actuator, le casing, la connectivité, la mémoire, autres, PCB, power supply, processing, les sensors, et les user interface. Donc c'est les types de blocs fonctionnels. Dans l'idée, on pourrait avoir des contributions pour rajouter des types de blocs fonctionnels. Et chaque bloc fonctionnel, il a un niveau de HSL, qui est un niveau de spécification fonctionnelle plus ou moins avancé. Typiquement, si j'ai une smartwatch, a priori, regardez d'ailleurs, hop. Je pense que la smartwatch, on doit avoir un haut niveau du user interface. Voilà, user interface HSL 3, c'est le maximum. Parce qu'on a un écran LCD ou un écran OLED. Donc c'est le maximum en termes de complexité fonctionnelle. Donc si je reprends mon drone, donc on voit que voilà, on caractérise les différents niveaux de complexité ou les différents niveaux pour les différents blocs fonctionnels. Ensuite, on peut calculer l'impact à partir de cette configuration. Donc là, mettons, je mets drone mini pour 1 heure. Et là, je vais mettre par exemple LU qui est le critère land use, donc utilisation des sols, en plus du GWP. Donc là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Donc on n'a pas de marge d'erreur. Bah, forcément, on a utilisé un archétype, donc on n'a pas de marge d'erreur qui est issue de l'entrée utilisateur puisqu'on a l'ensemble des niveaux de HSL. Encore une fois, ces marges, elles sont relatives à l'entrée utilisateur et pas à l'incertitude issue de l'évaluation. Et on met quelques warnings, notamment le fait que ça inclut pas les impacts de la distribution et que ça n'inclut pas l'ensemble du service. C'est vraiment que l'objet, l'équipement IoT, mais qu'il faut prendre en compte les autres éléments qui sont inclus. Land use, vous voyez ici, il n'y a pas de dimension, mais voilà, on a aussi le critère d'impact ici. Ensuite, on peut regarder l'impact pour chacun des blocs fonctionnels, donc qui est calculé en fonction de son niveau de HSL, ici. Si on regarde l'impact à l'usage, ici on voit qu'il n'est pas implémenté. Forcément, on n'a pas préenregistré de consommation. On pourrait faire un travail pour chacun des archétypes de préciser la consommation moyenne de chacun des archétypes. Aujourd'hui, moi, je la connais pas, donc je me suis pas risqué à mettre n'importe quoi. Par contre, vous pouvez décider, si vous la connaissez, de le mettre vous-même pour avoir les impacts à l'usage. Hop, on va mettre une smartwatch, par exemple, pendant 24 heures. On va préciser un usage. On va dire que... Hop, pardon. Je suis quand même content, j'ai eu aucun effet démo, ce qui est quand même, on peut se le dire, une... Peut-être Étienne, tu peux expliquer ce que c'est le land use ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, parce que moi je suis pas forcément très familier avec ce critère-là. Oui, le land use, alors c'est pas forcément l'étiqueteur le plus pertinent pour le coup pour les services numériques et les équipements services numériques. En tout cas, à l'heure actuelle, les connaissances de l'indicateur, c'est le fait de lorsqu'on occupe une surface de la planète, l'occupation des sols ainsi que la transformation des sols va sur différentes caractéristiques, modifier les critères, que ce soit en contenu carbone, que ce soit en biodiversité, etc. Et derrière, je rentre pas dans les détails, il y a toute une série de calculs qui du coup donnent un indice de qualité ou de baisse ou d'augmentation de la qualité des sols par rapport à ça. Très très grosse maille, hein, mais en gros ça prend en compte la déforestation, la perte de biodiversité
Et pour le numérique, ça pourrait entrer en compte, notamment tout ce qui est extraction minérale. Mais aujourd'hui, c'est très mal pris en compte. Donc, celui-là, on peut quand même le laisser de côté. Voilà, donc honnêtement, je l'ai mis parce que c'est facile à retenir, LU. Mais si vous voulez, vous pouvez voir dans les routes utilitaires, impact criteria, et hop. Voilà, vous avez l'ensemble des critères d'impact qui sont implémentés dans l'API. Alors, comme je vous dis, ça va dépendre des routes. Mais par exemple, voilà, eutrophisation de freshwater eutrophisation, etc. Sachant que dans la documentation, on définit les critères d'impact disponibles. Par exemple, si je vous montre pour le serveur, admettons, impact criteria, on voit que le GWP, l'ADP et le PE, c'est une approche bottom-up basée sur telle ressource, et les autres, on est sur la base impact, alors maintenant c'est la base empreinte d'ailleurs, qui sont des données négaoctets publiques. Pareil, si vous regardez là, un CPU, les critères d'impact, là on n'a pas en fait, l'ensemble, ceux-là ne sont pas implémentés. Voilà, je pense que c'est tout sur les choses que je voulais vous montrer. Il y a un travail, je sais pas si Pierre Rust est là, mais on travaille, et d'ailleurs c'est la dernière chose qui nous manque avant de release l'API. On travaille sur une manière, alors vous voyez, on travaille sur les arrondis. Alors, en fait, les arrondis, c'est un peu le bordel. Comme vous voyez là, vous avez 5 chiffres significatifs, ce qui est énorme par rapport aux incertitudes qu'on a. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire avec Pierre, c'est une approche en fait qui va arrondir la valeur en fonction de la distance entre le min et le max. Donc plus on a une distance qui est grande entre le min et le max, plus on va arrondir de manière importante. Moins on a une distance qui est importante, moins on va arrondir. Sachant qu'en configuration, on va quand même fixer un nombre de chiffres significatifs minimum, parce qu'on ne veut pas arriver à que ça nous donne 0. Ça ne veut pas que ça nous donne 0. Donc là, par défaut, ça va être un chiffre significatif minimum et un chiffre significatif maximal, parce que comme on n'intègre pas l'incertitude des facteurs d'empreinte, ça aurait aucun sens de donner 5, 6, 7 chiffres significatifs alors que on n'est pas sur des approches qui sont aussi précises. Voilà. Voilà la dernière approche sur laquelle on est en train de bosser avant. D'ailleurs, si vous voulez voir, il y a une pull request en cours. Si ça vous intéresse de contribuer, il y a des. Soit vous pouvez poster dans Discussion, vous pouvez poster des questions. Il y a plein de questions qui sont posées. Vous pouvez regarder les issues qui sont en cours ou rajouter des issues. Et vous pouvez prendre des pull requests. Si vous voulez intégrer l'API, l'API elle est open source, elle est basée sur une licence Affero, ça veut dire que vous pouvez utiliser l'API dans un produit commercial. Par contre, vous devez absolument republier l'API dans les mêmes conditions qu'elle est rendue disponible ici. Et vous devez indiquer que quand vous faites une évaluation, qu'elle a été faite avec cette API. C'est pas dans la licence, mais on vous recommande aussi grandement de contribuer si vous intégrez et vous utilisez dans un produit commercial en particulier, de contribuer à ce commun. Ça en est fini pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Oui, j'ai une question encore. Tu peux revenir sur le type de IoT parce que j'ai vu des détecteurs de présence, je crois. Et en fait, il y a les watch, détecteurs de présence. Est-ce qu'il y a des ampoules électriques aussi? Parce que quand même, il y a beaucoup. Ouais, alors honnêtement, aujourd'hui, moi j'ai vraiment fait au plus simple, j'ai repris ce qui avait été caractérisé dans le papier. En D'accord. fait, si vous voulez rajouter, je vais vous montrer directement, si vous voulez rajouter un IoT, ce que vous faites, hop, en dev, vous allez rajouter des archétypes. Alors soit vous décidez de le faire manuellement dans la route post, soit vous voulez que tout le monde en bénéficie, et vous pouvez rajouter un archétype, vous regardez dans... Pardon, c'est pas là. Dans Fit IoT. Hop. IoT device. Et là, vous avez un CSV qui vous dit pour chacun des blocs fonctionnels, donc là, l'actuator, le casing, le niveau de HSL. Et donc, vous voyez, vous avez, pour un occupancy sensor, vous avez pas de actuator, vous avez en connectivity un HSL de niveau 1, etc. etc. David, peut-être que, avant là, j'ai loupé, mais peut-être que ce qui manque pour que les gens comprennent, c'est comment on détermine si c'est HSL 1, 2, 3. Il y avait Tu une seras plus table de pertinent. correspondance.
Ouais, tu peux, bah, je t'en prie, hein, si tu veux le définir. Ouais, en fait, je sais pas si tu l'as dans la doc, mais ce sera peut-être pertinent de le rajouter. Mais ce qu'avait fait Thibaut dans son papier, c'est il y a un tableau assez important, hein, qui reprend les différents blocs fonctionnels et qui donne des sortes de portraits robots en disant bah, si sur Activator ça correspond à un contacteur relais, eh ben, c'est tel niveau de HSL. Si ça correspond à un bouton poussoir, c'est tel niveau de HSL. Pareil pour le user interface, si c'est juste des boutons, c'est tel niveau. Si c'est un écran LED de tant de centimètres carrés, c'est tel autre niveau de HSL. Et du coup, en lisant ce tableau, le praticien, entre guillemets, peut aller facilement modéliser un objet en regardant à peu près où est-ce que cet objet se situe sur chacun des critères, entre 1, 2 ou 3. Et ce qui permet, si on veut faire une ampoule, bah, de regarder rapidement, bon, bah, mon ampoule, elle n'a pas d'interface machine, donc elle sera HSL0 côté user interface. Il n'y a pas d'actuateur, donc c'est 0 aussi, etc., etc. Et après, ça donne un résultat final. Merci. Ouais, je l'ai mis dans la doc, effectivement. Donc, je suis juste en train de monter la doc pour vous le montrer. En attendant, je peux répondre aux questions. Guillaume les arrondis. Bah, justement, ce qu'a fait Pierre Ross, c'est assez intéressant, c'est que ça permet de... Euh, ça permet de gérer un arrondi, peu importe si le chiffre est très grand ou si le chiffre est très petit, quoi. En fonction, en fait, comme c'est en fonction des min et des max, c'est relatif à la distance entre le min et max, et comme le min et max sont dans les mêmes ordres de grandeur que la valeur, ça permet de le faire. J'ai pas cité la Pierre, si tu veux expliquer, n'hésite pas. Non, Sinon, il y il a un n'est pas autre. là ce matin. Ok. Donc, je vais vous montrer effectivement. C'est intéressant, je regarderai comment vous avez fait. Bah, il y a une pull request qui est en cours, c'est une des deux pull requests, et je t'en prie, tu peux regarder quoi. Non, c'est dans composant functional block. Voilà. Voilà, c'est ça la table de correspondance ici. Et ici, vous avez en fait, vous voyez un exemple, par exemple pour IoT Hardware Profile. Bah, là, vous avez un graphe avec HSL1, HSL2, HSL3, et chaque bloc fonctionnel a un différent niveau de HSL, quoi. Et pour trouver le niveau de HSL, ici, vous avez un tableau effectivement avec le PCB, bah, l'HSL0 c'est ça, l'HSL1 c'est ça, l'HSL2 c'est ça, l'HSL3 c'est ça. Donc vous pouvez reconstruire finalement votre IoT à partir de la caractérisation, en caractérisant à partir de cette table de conversion. Ouais, merci Benoît d'avoir précisé aussi les règles de la licence. Je pense que ouais, il y a des gens qui utilisent enfin, on a des questions de gens qui utilisent l'API dans des produits et on sait qu'ils redistribuent pas, donc qu'ils respectent pas forcément les termes de la licence, mais c'est le jeu. Vous avez d'autres questions dans les 5 minutes qui nous restent. Et je précise aussi, donc j'ai pas fait ça tout seul, hein, il y a plein de contributeurs, pas de contributrices, hein, je dirais, mais ils sont ici. Il y a donc Samuel, Benoît, Bruno qui nous a aidé pas mal sur l'environnement de travail et rendre les releases plus simples, donc super cool. Olivier qui est notamment qui bosse pas mal sur Cloud Scanner et du coup les intégrations. Olivier Delcroix qui nous avait aidé sur la partie arrondie. Seb Solaire qui nous a aidé sur la doc. Il y a des gens que je vois pas, mais il y a Romain Lorenzini aussi qui a poussé des choses. Il y a Pierre Rust, comme je disais. Il y a Christophe Sauger aussi qui a pas mal bossé sur le nouveau mode de complétion des CPU à partir du nom. Quand on lui donne un nom, ça nous retrouve les caractéristiques techniques. Et aussi sur du scrapping, ça va pas nous aider pour le reste. Donc merci à eux. Et dans les prochaines features sur lesquelles on est en train de bosser pour la prochaine version, il y a le storage cloud, donc storage as a service. Il y a les GPU. Donc je sais pas si Samuel était là, mais Samuel a fait un gros taf sur les GPU. On est sur Poetry, Bruno, c'est même toi qui as fait le. C'est juste qu'on est sur du requirement pas TXT pour la doc. Donc il y a les GPU, il y a effectivement le network, comme François le pointait. On aimerait bien aussi avoir un scope plus large sur le cloud en intégrant les instances over comité, le control plan. L'IoT, ça vient d'être fait. Inclure les impacts du transport. Voilà, tout plein de choses qui se font à droite à gauche.